toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de marché de ce lundi 13 décembre 2021, Trading University Center. Il est 8h35. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission et ce point de marché, une semaine assez chargée. Alors avant de pouvoir démarrer et se diriger directement vers le marché, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et on va démarrer. Alors, un petit retour sur la semaine dernière, sur les événements qui se sont passés ces dernières séances. Alors, on va revenir à peu près sur 2-3 semaines que nous venons de terminer avec des chiffres quand même spectaculaires du côté des États-Unis. On va en citer quelques-uns. Tout d'abord, le nombre d'emplois vacants aux États-Unis. Donc, le chiffre qui a été publié notamment cette semaine, plus de 11 millions d'emplois vacants aux États-Unis, c'est-à-dire un chiffre qui dépasse largement le nombre de demandeurs d'emploi, tout simplement. On a également eu des chiffres hebdomadaires, des inscriptions au chômage qui sont ressorties à 184 000, ce qui est le chiffre le plus bas observé depuis 1969. Et ce n'est pas un chiffre, c'est pas un chiffre unique. Il y a 15 jours, nous avions eu, si vous venez bien, un premier chiffre qui est tombé sous les 200 000, qui était déjà à l'époque donc un plus bas depuis 1969. Donc, on l'a réimprimé à nouveau cette semaine, un chiffre de niveau, je dirais, d'inscription au chômage qu'on n'avait pas vu depuis cette période de 1969, donc un chiffre absolument remarquable. Et puis, troisième chiffre complètement décoiffant, c'est évidemment, bien sûr, les chiffres d'inflation aux États-Unis. L'inflation qui a encore progressé au mois de novembre, avec plus de 6,2% de progression d'une année à l'autre au mois d'octobre. On est monté à 6,8% de progression des prix aux États-Unis au mois de novembre. Donc, entre novembre 2020 et novembre 2021, c'est la plus forte progression des prix annuels depuis 1982 aux États-Unis. Quasiment un peu plus de 40 ans pour la progression des prix aux États-Unis. C'est un chiffre qui est donc tombé relativement mal, hein. On peut dire ça comme ça, juste avant notamment la réunion de la Fed cette semaine, dont nous reparlerons d'ici quelques petits instants. Alors, une semaine très marquée par les chiffres, je dirais, absolument remarquables aux États-Unis. On a ensuite eu des statistiques, puisque du côté de la Chine, qui ne sont pas passés inaperçus, notamment au niveau des indices de prix, là encore, mais bon, avec un écart qui est quand même très significatif entre les prix à la production et les prix à la consommation. Les prix à la consommation, donc c'est le fameux indicateur IPC qui a progressé de 2,3%. C'est une progression, on va dire, à surveiller, mais qui n'est pas complètement effrayante. En revanche, les prix à la production en Chine, dans la progression de menée à l'autre, là encore, ont progressé de quasiment 13%. Et pourquoi on note ces deux paramètres-là? Parce que on observe que les prix à la production grimpent beaucoup plus vite que les prix à la consommation, ce qui veut dire que probablement les entreprises chinoises ne répercutent pas complètement les hausses de coûts qu'elles ont dans leur prix de vente, d'un prix de vente final, et donc ça peut laisser craindre, je dirais, que bien ce différentiel soit absorbé tout simplement au niveau des marges pour ne pas perdre des parts de marché. Donc ça aussi fait planer un petit doute sur d'autres zones économiques comme l'Europe ou les États-Unis, où on a également des constats certes moins importants, avec des deltas moins importants entre les deux indices de prix, mais on a quand même des écarts aussi bien en Europe qu'aux États-Unis assez marqués entre les prix à la consommation et les prix à la production. Et ça faisait partie des risques que l'on situe notamment dans les revues précédentes que nous avions menées dans les webinaires, que le marché était probablement en train d'intégrer pour le résultat du 4e trimestre, en même temps que les risques sanitaires, que les risques de pénurie niveau mondial. On a tous ces facteurs de risque, le risque soit la Chine, etc., et que le marché est en train d'intégrer depuis maintenant quelques semaines. Alors, on parle toujours de la Chine avec une situation sur, comment dirais-je, sur le front des promoteurs immobiliers, on sait que c'est vraiment ça l'épée de Damoclès au niveau de la Chine. Il y a
à la fois l'aspect sanitaire, mais ça, bon, on va dire c'est relativement sous contrôle. C'est plutôt l'aspect du risque financier. En fait, un risque économique que représentent, je dirais, ces nombreux promoteurs immobiliers en très grande difficulté. On a eu d'ailleurs une première dégradation, donc on en a parlé pour le groupe Evergrande, donc le plus gros promoteur pardon, immobilier chinois. L'agence de notation Fitch a décidé de placer la note donc d'Evergrande au niveau restrictif, défaut partiel du groupe. Les autres agences ont été, je dirais, plutôt discrètes. On attend toujours Moody's et Standard Poor's de ce côté-là. Mais bon, on peut vraiment qualifier la situation de relativement floue en Chine parce que les autorités communiquent un petit peu plus. C'est pas non plus, je dirais, une transparence absolue sur la situation de ces promoteurs. Que fait la Chine? Est-ce qu'elle est en train de travailler, je dirais, à des plans de sauvetage qu'elle a déjà mis en place, mais de manière, je dirais, assez discrète? Parce que si vous vous rappelez bien, on se souvient qu'il y a quelques mois, la Chine est venue taper lourdement sur de nombreuses entreprises, le point de vue réglementaire, notamment de point de vue réglementaire, pour justement marquer un virage comme ça assez fort de sa politique, pardon, pour sanctionner en gros certains grands groupes qui auraient des comportements qui ne plairaient pas aux autorités chinoises. Et donc, on avait cru comprendre que la Chine, effectivement, ne vous laissait rien laisser passer, pardon, dans un contexte où effectivement les tensions sociales pouvaient commencer à réapparaître. Donc, manière que ça de taper finalement sur les riches et les puissants pour faire passer un message plus social, hein, au niveau des autorités chinoises pour la population chinoise. Et donc, on peut s'attendre éventuellement, pardon, est-ce que au niveau des promoteurs immobiliers, la Chine, il y a quelque temps, avait indiqué que ces entreprises devaient faire faillite, elles feraient faillite parce qu'elles étaient mal gérées et c'est là, ces derniers jours, on est vraiment au cœur du risque. Euh, au cœur du risque en fait, hein, parce que là, on a Evergrande qui devait rembourser en début de semaine. Eh bien, certains investisseurs, notamment étrangers, et apparemment, c'est toujours selon des sources, donc parce qu'il y a Evergrande qui n'a rien déclaré d'officiel. Les créanciers ne sont pas manifestés pardon, de manière officielle pour dire qu'on n'a rien reçu, mais des sources d'agences de presse laissent entendre que les créanciers n'aurait rien reçu à l'échéance du paiement donc en début de semaine. Et donc, ça commence un petit peu à déclencher une première action de la part de Fitch, donc de l'agence de notation, qui a donc dégradé la note d'Evergrande. Mais bon, je pense qu'il y a vraiment un flou qui est quand même assez important, qui persiste de ce côté-là. Donc, situation toujours un petit peu, je dirais, nuageuse hein, du côté de la Chine, même si on a quand même observé, je dirais, une petite détente ces derniers jours. Alors, je ne sais pas s'il faut le qualifier comme tel, mais en tout cas, il y a peu de sur-risque, il y a peu de mouvements marqués, je dirais, malgré ce défaut, en tout cas, où ce qu'on n'a pas beaucoup, peut-être plus d'informations, on n'a pas eu de stress plus marqué sur le segment de la dette d'entreprise à haut rendement, ce qu'on appelle d'ailleurs dans notre jargon le high yield, qui est la partie la plus risquée de la lettre des entreprises chinoises, qui est cotée en bourse. Eh bien, on n'a pas eu de sur-risque. C'est quand même un segment qui est largement baissé sur des investisseurs qui s'étaient, je dirais, dégagés de nombreuses positions depuis plusieurs mois et donc il y avait déjà un pricing du risque depuis quelques temps. Mais bon, sur ce début de semaine-là, la fin de semaine, donc vendredi, on n'a pas noté un ajout de risque supplémentaire. Ce qu'on n'a pas voulu, je dirais, une valeur moyenne des obligations d'entreprise partir à la baisse. Bon là, est-ce que c'est rassurant ou pas? À surveiller. On n'est certainement pas revenu sur le niveau de valorisation d'avant ce stress lié aux promoteurs immobiliers, mais on n'est pas renforcé en tout cas plus fortement cette semaine. En tout cas, c'est quand même un élément à noter. Du côté de l'Europe, si on revient un petit peu sur la semaine dernière, la semaine a été notée par l'indice ZOO en Allemagne et donc le sentiment économique en Allemagne qui est ressorti relativement stable d'un mois à l'autre pour que
On le regarde toujours par rapport à ces facteurs liés à la crise sanitaire, donc le variant Omicron. Voilà comment les indices de confiance, tout ce qui est à des activités, aussi les PMI ou les indices de sentiment économique, climat des affaires comme le ZOO, même l'IFO en Allemagne par exemple. Euh, voilà comment se traduit ce risque sanitaire du point de vue des décideurs économiques, des chefs d'entreprise. Et c'est ça qu'on construit avec les climats. Attention. Alors, on a quand même remarqué le mouvement de reprise assez sensible la semaine dernière sur un bruit de fond sanitaire plutôt rassurant par rapport au variant Omicron. Euh, D'abord des informations en provenance d'Afrique du Sud, ensuite le responsable de la santé aux États-Unis qui ont expliqué qu'ils ne pensaient pas que le risque serait supérieur au variant Delta, donc non pas qu'il minore les risques, mais disons que de la classification des risques qui comporte le delta, le professeur d'ailleurs Anthony Fauci, et donc qui est une sommité américaine sur les questions de santé, quasiment certains disaient pas plus de risques avec le variant Omicron. Donc ça, c'est un flux qui a quand même porté les marchés la semaine dernière, mais on reste toujours bien sûr dans un environnement, on le décrivait d'ailleurs quelques instants, où certains risques persistent. On le disait donc bien sûr la Chine, les questions aussi de tapering, on en a parlé plusieurs fois, on va en parler bien évidemment. Donc pour cette semaine, il y aura bien sûr des rayons de banque centrale qui vont arriver avec pas mal d'informations cette semaine. Donc quid bien sûr des politiques monétaires dans cet environnement où les prix grimpent fortement. Donc ça, c'est un risque de vent contraire pour les marchés si on réduit évidemment la cadence monétaire, ce qui sera évidemment le cas pour la Fed. On a ensuite les questions dont on parlait, à savoir les questions de coûts, les hausses des coûts des entreprises, comment ça se traduit bien sûr pour les résultats, et puis toujours ces questions de logistique au niveau mondial d'acheminement des marchandises, du prix de transport ou autre. Voilà, on a des risques comme ça qui sont toujours des freins en réalité à une reprise plus forte des marchés financiers. Donc forcément, on va guetter la saison des résultats qui va arriver donc bientôt, début du mois de janvier 2022. Donc d'ici peu, près d'un mois pour voir comment ce quatrième trimestre a été vécu par les entreprises. Pour l'instant, les marchés ont reculé, mais quelques jours avec cette tension de crainte, ils sont pas mal repris la semaine dernière. Donc on n'a pas, me semble-t-il, encore pour l'instant les cartes pour aller tout de suite beaucoup plus haut, tant que ces facteurs de risque, oui, persistent pour l'instant. Alors, cette semaine, rapidement, qu'est-ce qui nous attend? On aura donc aujourd'hui, lundi, des indices d'activité pour le Japon qui sont ressortis plutôt négatifs au moment où je vous parle. Plutôt, ils sont sortis négatifs si on regarderait, bien sûr, sur votre calendrier économique. L'activité manufacturière, pardon, qui sera donnée aujourd'hui. Bon, généralement, les lundis, je vous avouerai qu'on a des journées assez pauvres en statistiques macro. Donc, on aura quand même des chiffres en provenance du Japon. Mardi, donc demain, on aura des indices de prix qu'on va se réveiller beaucoup plus d'attention en provenance pardon, des États-Unis parce que c'est là-bas que les prix poussent le plus dans les zones développées économiquement. Avancées. On aura aussi quoi mardi? On aura les prix à la production. Là, on avait. Alors, attends, je vais vous montrer effectivement le calendrier. Ça, c'est celui uniquement d'aujourd'hui. Donc, évidemment, il faudra surveiller demain à s'attendre, bien sûr, avant la décision de la Fed du mercredi. Mercredi, bien sûr, c'est une journée hyper chargée. C'est la journée la plus chargée, en fait, quasiment de la semaine. La plus chargée, pourquoi? Parce qu'on aura bien sûr la réunion de la Banque centrale américaine qui commencera à partir de mardi, mais d'autres non, je dirais des conclusions qui seront données ce mercredi soir. Pourquoi cette réunion est importante? Parce que on aura toutes les projections pardon, des membres de la Fed, donc des différents votants sur leur anticipation au niveau des taux pour 2022 et pour 2023. Et donc, ça donnera, je dirais, une bonne estimation sur l'état d'esprit des membres de la Fed. Est-ce qu'ils sont plutôt agressifs ou moins agressifs? Donc ça, c'est une mesure en fait d'une agressivité pardon, finalement des membres de la Fed par rapport à la politique donc de la Réserve fédérale américaine. Il y aura bien sûr le communiqué, la conférence de presse, bien sûr, de Jérôme Powell, où effectivement tous ces sujets d'inflation, de perception, de ce que sera l'inflation d'ici quelques mois, tous ces sujets, bien sûr, seront évidemment scrutés de très très près par les marchés qui pourraient avoir donc une telle volatilité. Donc là, ça sera vite perçu sur le marché. Donc, vu les derniers chiffres de ce prix-là dont nous avons parlé. On a également des chiffres en milieu de semaine pardon,
pour la Chine, le fameux, je dirais, triptyque, vente au détail, les chiffres de production industrielle et le niveau d'investissement. Donc ça aussi, c'est un bon baromètre pour la Chine de cet environnement. Quand on décrit voilà, quand on sait que c'est un sujet plutôt sensible. Jeudi, journée également assez chargée sur le marché avec la réunion de la Banque centrale européenne, également la réunion donc, de la Banque d'Angleterre, la BOE, la réunion de la Banque centrale suisse, la BNS. Donc, beaucoup de réunions de banque centrale, et puis on aura également bien sûr les PMI services pour la zone euro, c'est-à-dire les indices d'activité pour la zone euro. On rappelle que le PMI qui ressort au-dessus de 50, bah, bien sûr, c'est une expansion d'activité. Au-dessus de 50, c'est une contraction que le PMI donne, donc généralement une dynamique, en fait, une image dynamique du secteur concerné, lorsqu'on regarde bien sûr la progression d'un mois à l'autre par rapport au PMI. Donc ça, c'est pour la partie service, qui est donc la plus sensible évidemment à ces questions d'environnement sanitaire et contraintes sanitaires clairement. C'est le secteur aujourd'hui le plus sensible, donc on verra dans quelle mesure est impacté par ces nouvelles vagues. Bien sûr, la partie sanitaire, Delta et puis le risque Omicron. On aura également jeudi après-midi les PMI aux États-Unis, donc on surveillera également. Et puis vendredi, on terminera par la réunion de la Banque du Japon, donc décision de la Banque du Japon, et le climat des affaires en Allemagne. Au niveau du calendrier, bon, je vous en ai parlé rapidement. Pour le programme du jour, voici les actifs que nous allons surveiller aujourd'hui. Donc General Motors, le S&P 500, donc l'indice de référence financière mondiale, et le Brent, donc le pétrole, et l'USD CAD. On va démarrer sans trop tarder donc sur l'action américaine General Motors, que vous pouvez bien évidemment travailler à partir de cet après-midi à 15h30 heure américaine. Alors, à gauche, vous avez la configuration graphique en mensuel. Donc là, je vais l'agrandir. Ensuite, je vous montrerai bien sûr les différents actifs. Impeccable. Alors, vous avez effectivement ici donc l'ancien niveau de support qui a été franchi le mois de janvier 2021. Donc, c'était un gros niveau de résistance ici qui a été franchi, donc qui a fait ce qu'on appelle un pullback sur cette ancienne résistance qui est devenue dorénavant support. Il faut savoir que maintenant, l'objectif de General Motors, c'est d'aller chercher les 66, 80, 69, 20. À noter que sur une configuration mensuelle, vous avez ce qu'on appelle un V-bottom. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un V-bottom, je vais essayer de vous montrer cela par un schéma qui synthétise qu'est-ce qu'un V-bottom. Alors, vous avez deux types de V-bottom, juste pour votre information. Vous avez un V-bottom de retournement et un V-bottom de continuation. Et là, si vous regardez bien, bon, la configuration est plus ou moins équivalente à un V-bottom de retournement, où là, effectivement, vous avez ce qu'on appelle ici une sorte de pullback, donc avec cette fameuse ligne de coup. Vous avez effectivement donc l'objectif, vous le reportez à l'intérieur du V-bottom. Donc si on reporte ici, si on regarde, alors je vais même le regarder plutôt en hebdomadaire, ça sera plus en mensuel, pardon. Donc on va rester sur le mensuel. Là, effectivement, si vous voulez reporter exactement ce que vous avez à l'intérieur du V-bottom, ça serait plutôt ça. Donc vous reportez exactement ici. Ça sera le futur objectif. Donc l'objectif donc du V-bottom, pardon, comment ça s'appelle, de General Motors, excusez-moi, ça sera l'objectif qui est donné au-dessus, 66, 80, 69, 20. Donc on regarde effectivement que selon la configuration du schéma ici du V-bottom, on peut effectivement aller chercher cette zone-là, voire même dépasser les 70. Donc ça sera l'objectif de General Motors. Alors juste pour la partie fondamentale, il faut savoir que General Motors prévoit d'investir plus de 3 milliards de dollars dans le Michigan pour la construction donc, de ces véhicules électriques, selon différents proches du dossier. Donc, ils sont en train de finaliser ces plans pour 2 usines de véhicules électriques
dans l'État du Midwest, à la frontière donc avec le Canada. Ils envisagent donc de convertir leur site d'assemblage d'Orion dans la banlieue de Détroit pour en faire donc le centre névralgique de la production de camionnettes électriques selon différentes personnes ayant eu connaissance de ces plans. Au niveau des prix, alors déjà, il faut savoir que la rénovation coûterait moins de 2 milliards de dollars et devrait permettre donc de créer plus de 1500 emplois dans l'usine, qui est aujourd'hui peu utilisée. En effet, il faut savoir aussi que General Motors envisage de construire une usine de composants de batterie à proximité de l'un de ses sites d'assemblage de Lansing. Donc, c'est un projet de plus de 2 milliards de dollars qui a été porté par une co-entreprise à parts égales entre General Motors et son partenaire dans les batteries qui est LG Energy Solutions, qui aboutirait donc à la création d'environ 1200 emplois selon différentes personnes qui ont été interrogées donc sur le dossier. Il faut savoir aussi que les responsables de General Motors sont en pourparlers avec bien sûr les autorités locales afin d'obtenir des aides financières et d'autres autorisations pour ces projets qui sont en cours, qui pourraient donc ne pas aboutir si effectivement ça n'est pas été validé. En tout cas, l'action General Motors a gagné plus de 6,02% à la clôture de Wall Street, ce qui peut effectivement encore porter l'action de plus en plus haut vers des niveaux plutôt historiques, puisque les niveaux des 66, 80, 69, ce sont des niveaux qui n'ont jamais été atteints. Donc en hebdomadaire, vous pouvez voir la configuration un petit peu plus sur du court terme. On voit ici effectivement le V-bottom. L'objectif, c'est d'avoir une nouvelle impulsion haussière pour aller chercher ce niveau des 66,80, 69,20. Voilà pour General Motors. On va passer sur l'indice de la finance mondiale, donc le S&P 500. Donc le S&P 500, on va passer tout de suite sur la configuration graphique. Il faut savoir que la bourse de New York vendredi a été portée particulièrement donc, par le S&P 500 qui a donné un nouveau record historique ce vendredi sans être perturbé, notamment par l'annonce d'une accélération de l'inflation en novembre aux États-Unis. Par ailleurs, il faut savoir que les autres indices, notamment le Dow et également le Nasdaq, ont fini plus ou moins entre 0,6 et 0,7%. Donc, si on regarde un petit peu le courant de la semaine dernière, les trois indices ont gagné entre 3 et 4%. Il faut savoir que la légère amélioration de l'indice de confiance des ménages de l'université de Michigan a soutenu un petit peu la tendance des indices américains je vous l'avais évoqué juste avant, dans un contexte un petit peu marqué bien sûr par les incertitudes liées au variant Omicron. Le problème aujourd'hui, c'est toujours bien sûr l'inflation qui a de nouveau accéléré outre-Atlantique pour atteindre, comme je vous l'avais évoqué, 6,8% sur un an, un niveau inédit depuis près de 40 ans, selon les différents chiffres publiés ce vendredi par le département bien sûr américain du travail. En tout cas, sur la partie technique, on va regarder un petit peu plus en mensuel ce que nous donne la configuration. Alors effectivement, ici, je vous en ai parlé il y a quelques temps de cela, on a ici un avalement haussier qui a été donc déterminé le mois d'octobre 2021. Donc, généralement, quand on a un avalement haussier, alors qu'est-ce qui se passe? Statistiquement parlant, on a effectivement une accélération. Alors, pour vous donner une configuration de ce qu'est un avalement haussier, alors vous l'avez ici, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, généralement, quand on a un avalement haussier, le marché a tendance à accélérer derrière. Pour être plus précis, je vais vous donner un autre schéma, s'il est peut-être plus représentatif. Donc, c'est un peu ça. Donc là, vous avez effectivement ici donc la bougie verte qui est en train tout simplement de manger, entre guillemets, de manger la bougie que vous avez précédemment. Donc cette bougie verte accélère, donc donne une nouvelle accélération. Et c'est ce que nous avons actuellement sur le S&P 500. L'objectif, c'est bien évidemment d'aller chercher beaucoup plus haut, c'est d'aller chercher bien sûr la bande de Bollinger supérieure qui serait bien au-dessus. On va regarder un petit peu plus sur du moyen terme. Qu'est-ce que nous donne la configuration? Donc là, effectivement, on a eu une très belle reprise
Alors attendez, je vais vous remettre ça. On a eu une très belle reprise, notamment la semaine dernière, donc avec une très très belle accélération. Tout nous porte à dire que le S&P 500, qui a d'ailleurs été donné ce matin au niveau des opportunités de la séance européenne, a un objectif qui est quand même assez conséquent. Ici, sur du journalier, donc la configuration journalière, vous avez, comme je vous l'ai montré juste avant avec General Motors, vous avez ici exactement la même configuration en V-bottom qui est représentée donc par ce V là. Vous avez ici la ligne de coup. Donc je vous rappelle, donc je vous montre exactement ce qu'est le V-bottom si j'arrive à le retrouver. Il est là. Vous avez exactement la même configuration. Regardez ici. Donc je vous laisse prendre connaissance. Donc bien évidemment, l'objectif, si on reporte exactement ce que nous avons à l'extérieur donc de ce V-bottom, on pourrait avoir à l'intérieur de ce V-bottom. Donc si je reporte exactement ce que j'ai à l'intérieur, donc je le reporte au-dessus. Et là, on pourrait avoir une nouvelle accélération pour, je dirais pour l'année 2022-2023 pour aller chercher les 4900, 4950. Alors, il faut savoir que JP Morgan également, c'est plutôt engagé dans ce, pardon, pas JP Morgan, Goldman Sachs c'est plutôt engagé dans ce sens-là où leur objectif, c'est d'aller chercher 4900, 5000 pour 2022. Donc, on a effectivement encore un objectif intéressant sur le S&P 500. Sur du court terme, alors, je vais vous montrer ce que nous donnent les opportunités court terme et notamment, alors attendez voir, hop, donc, pour aujourd'hui au niveau oui, le S&P 500, leur objectif sur du cadre notamment de trading central, donc là c'est le 13 décembre, c'est d'aller chercher sur du très court terme les 4747, soit une vingtaine de points par rapport au prix actuel, voire 4767 en une demi-heure, tant qu'on est au-dessus des 4682. En revanche, si nous passons en dessous des 4682, on peut avoir un retournement baissier. Voilà pour le S&P 500. On va passer donc sur le Brent Oil, le pétrole, les cours du pétrole qui ont un petit peu progressé ce matin et pourraient donc être soutenus, je dirais, à court terme par l'apaisement des inquiétudes concernant la gravité du variant donc Omicron du Covid-19, qui n'est pas si grave que cela d'après beaucoup d'experts. Alors, on va regarder bien sûr la configuration graphique. Alors, il faut savoir que les contrats pétroliers ont grimpé vendredi, enregistrant bien sûr leur plus forte hausse hebdomadaire depuis plus de 3 mois. Cependant, je dirais que beaucoup d'analystes restent très prudents quant aux perspectives du pétrole. Je dirais que, bon, il y a entre guillemets cette menace d'Omicron, qui ne va pas bien sûr les gros titres. Les perspectives du pétrole étaient incertaines. Les opérateurs de marché anticipent, je dirais, un retour à une situation de surapprovisionnement dans les prochains mois. Alors, bien sûr, il y a ce fameux variant qui menace bien sûr la demande mondiale, mais c'est surtout la décision de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, donc l'OPEP, et de ses alliés de continuer d'augmenter leur production de 400 000 barils. Donc, je pense qu'on peut avoir effectivement un pétrole qui risque de reculer sur du moyen terme. En tout cas, sur du mensuel, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'était les niveaux de 2018 qu'on avait effectivement évoqué la dernière fois. Donc, on a touché ces niveaux. On a eu un très fort retracement depuis qu'on a touché les 86,67. C'était le niveau clé. Et là, le marché est en train de nous a donné un retracement baissier depuis ces niveaux de 2018. En tout cas, ça, c'est les graphiques mensuels. En hebdomadaire, si vous regardez ici, je vous avais évoqué la dernière fois, notamment les divergences que vous avez sur le graphique et l'indicateur RSI. Alors, les divergences, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque vous avez un indicateur, donc le prix qui continue à monter, mais que vous avez l'indicateur qui continue à chuter. Effectivement, c'est ce qui a annoncé la chute du pétrole. Alors, la divergence, c'est quoi? C'est ça. C'est quand vous avez un prix qui monte de plus en plus haut, comme vous l'avez ici, le prix monte de plus en plus haut. Et de l'autre côté, vous avez l'indicateur qui continue de chuter. Donc là, vous avez une chute, là, vous avez un rebond. Généralement, on suit toujours l'indicateur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le marché derrière doit chuter. Et effectivement, si vous regardez un peu le graphique ici, là, vous avez
pardon, je vais vous montrer sur le RSI, divergence baissière. Donc là, les pics sont de plus en plus bas. Ici, les pics sont de plus en plus hauts. Et là, derrière, vous avez une forte chute sur le pétrole. Alors maintenant, ce qui est très important, c'est ce fameux niveau entre 75,90 et 76,80, qui est le niveau de résistance qui pourrait buter le Brent Oil à avoir une nouvelle continuation aussi. Pour le moment, c'est ce qui bloque le pétrole à aller plus haut. Donc, on pourrait avoir un retracement pour aller chercher de plus en plus bas. Mais attention, si le niveau casse cette zone technique, notamment en hebdomadaire, voire même en journalier, ce qui pourrait être un indicateur important, puisque l'indicateur, il est là. Le journalier, il est ici. Je vais rester quand même en hebdomadaire. On pourrait avoir une accélération si à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, on pourrait avoir une cassure de cette résistance ici et pourrait aller chercher donc cet ancien niveau qu'on avait évoqué il y a quelques semaines de cela, donc entre la semaine du 18 octobre et le 25 octobre. Au niveau de l'analyse trading centrale aujourd'hui sur du court terme. Alors, je dis bien de court terme, pardon, là, c'est sur du 30 minutes. L'objectif, c'est d'aller chercher 76, 70, mais je pourrais plus vous recommander de prendre position uniquement si on touche le pivot à la baisse, les 75 ici en pivot, donc pour aller chercher les 74, 35, ce qui fait à peu près 65 points à la baisse, étant donné que sur la plateforme, vous pouvez prendre position à la baisse. N'hésitez pas à prendre position dans le sens de la tendance qui est plutôt baissière actuellement. Et enfin, nous allons finir sur une paire de devises monétaires qui est l'USDK, donc le dollar américain contre le dollar canadien. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre tout de suite la configuration graphique de l'USDCAD. Donc l'USDCAD est ici. Voilà, il est ici. Alors, l'USDCAD a un énorme potentiel pour de nouveau accélérer. Pourquoi? Parce qu'en mensuel ici, vous avez effectivement une zone de résistance qui a été franchie. Alors là, j'ai tracé les retracements de Fibonacci entre le point le plus haut et le point le plus bas. Ce qui est intéressant par rapport au mois précédent, c'est cette configuration en avalement haussier de ce chandelier qui a effectivement mangé, entre guillemets, cette bougie baissière. Donc là, la bougie pour le moment est rouge, mais tout nous porte à dire qu'on peut aller chercher les 1,2886,3, voire même monter vers les 50% des retracements de Fibonacci. En tout cas, en mensuel, vous avez bien sûr cette résistance ici qui a été franchie le mois dernier. On a fait ce qu'on appelle un pullback. On a pullbacké cette ancienne résistance pour aller chercher de nouveaux plus hauts. Ça, c'est la configuration mensuelle. Regardez comment c'est chirurgical. Au niveau hebdomadaire, donc j'ai pris le point le plus haut et le point le plus bas. On a effectivement un pullback sur les 50 et les 38,20% des retracements du Fibonacci pour rebondir pile dessus. Alors attendez voir, comme ça sera plus clair comme ça. On a touché effectivement ce niveau clé aux alentours des 38,20 et repartir vers les 23,60. Tout nous porte à dire qu'on peut avoir une nouvelle accélération sur l'USDCAD. On le voit en hebdomadaire. Et en mensuel, on voit qu'effectivement la Tenkan-sen ici, avec la prolongation du SSV, voilà, toutes les configurations sont plutôt bien orientées pour prendre des opérations longues, donc des positions à l'achat sur l'USDCAD. On va regarder ensemble ce que nous préconisent aujourd'hui les analyses trading centrales avec un objectif à 1,2750, 1,2765 sur du court terme. Donc ça, c'est vraiment des opportunités dans les 24 heures, pas plus. Tant qu'on est au-dessus des 1,2695. Si on franchit les 1,2695, on peut prendre des opérations baissières. Voilà pour aujourd'hui. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une bonne semaine et je vous dis à demain pour un nouveau briefing de marché.